Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast, je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invitée est l'une des premières femmes à avoir imposé son nom dans un milieu historiquement masculin, celui du design automobile. Elle s'est fait connaître chez Renault, notamment avec le concept car Scénic en 1991, ainsi qu'avec la Mégane 2. Mais c'est aux États-Unis qu'elle deviendra mondialement célèbre en devenant responsable du design de General Motors. Depuis 2007, elle est revenue en France et travaille désormais chez Dassault Systèmes. On va revenir ensemble sur le parcours exceptionnel d'Anne Asensio. Bonjour Anne. Bonjour Vincent. Alors d'abord, je te remercie infiniment, je suis très honoré que tu aies accepté mon invitation. Et en plus, alors on est dans ton studio, chez Dassault Systèmes, c'est vraiment la mecque, j'ai envie de dire, je suis vraiment très heureux. Alors j'ai beaucoup de gens qui m'ont, donc tu sais, j'annonce toujours mes invités sur les réseaux sociaux, et forcément, voilà, j'ai eu beaucoup de réactions quand j'ai appris aux gens que tu étais au micro, et j'ai plein de gens qui m'ont posé des questions sur le design proprement dit, les tendances actuelles et futures. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas le sujet de ce podcast, on va vraiment aborder aujourd'hui le parcours d'Anne, mais rassurez-vous, Anne reviendra, enfin j'espère, pour aborder ces sujets-là. Et effectivement, d'ailleurs, c'est drôle parce que naturellement, quand on a préparé cet entretien au téléphone, tu m'as dit tout de suite, ah oui, alors on pourrait parler de l'électrification, de tout ça, de ces choses-là. Et j'ai dit, oui Anne, on va en parler, mais pas dans cet épisode-là. Donc voilà, c'est promis, elle reviendra. Écoute Anne, moi j'aime bien dans ce podcast, c'est revenir aux origines, aux sources. Quel est ton plus lointain souvenir d'auto, Anne ? C'est probablement la Renault 16 de mon papa, ouais. Qui était une voiture que je ne qualifierais pas de belle voiture. Mais c'est une voiture qui m'a surprise. Pour moi, c'était un ovni. J'avais l'habitude de rouler dans des voitures plutôt conventionnelles, dans lesquelles je n'étais pas bien, celle de mon grand-père, où en fin de compte, lorsqu'on était enfant, assis sur les sièges arrière, on avait à peine les yeux qui arrivaient à la hauteur de ceinture, une expérience qu'on a tous fait. Peut-être pas les nouvelles générations qui ont eu la chance d'être élevées et de rouler dans des Scénics ou des espaces, mais dans notre cas, on était engoncés dans ces sièges arrière. Et ce qui m'avait beaucoup surpris, c'était cette porte arrière. Ouais. Le fait que finalement, l'espace était complètement ouvert lorsque tout était ouvert. Et je me souviens du choc que j'ai eu. On partait en vacances, mon père a ouvert cette grande porte et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est plus une voiture. Et c'est là que l'intérêt a commencé. Mais pour être très très honnête, ce qui m'a passionnée dans tout ce qui était objet roulant, ça a commencé encore plus tôt. Je pense que je devais avoir 2 ans. C'était les tracteurs. Ah oui ? Oui, mon père m'emmenait, on avait un tracteur, un Massey, standard 35, issu du plan Marshall. Et mon père m'emmenait, il m'asseyait sur la petite aile, sur le côté. Et pour moi, ça, c'était le bonheur. Donc voilà, c'est ces moments-là. Et l'autre chose, c'était les motos. J'étais très souvent, alors mon plaisir, c'était de me trouver sur l'arrière de la voiture, regarder et jouer sur la plage arrière avec des petites voitures, puisque j'étais vraiment passionnée de voitures. Donc mes parents m'achetaient des petites voitures. Je jouais à la petite voiture sur la plage arrière de la petite voiture, de la voiture. Et je regardais, et quand je voyais passer une moto, je me disais, mais comment ils font ? Et je posais tout le temps cette question-là. Mon père me rappelle tout le temps, tu nous parlais tout le temps de voitures ou de motos qui passaient. Donc voilà, je pense que je suis née avec ça. Donc ton père était fermier ? Mon père, oui, à l'époque, a hérité de la ferme de nos grands-parents. Malheureusement, mon grand-père est décédé prématurément. Et ma grand-mère a dû vendre la ferme. C'est une histoire française, classique. Mon père, donc, a repris ses études. Et l'histoire est très drôle, puisque son deuxième emploi, après... il a commencé jeune, il a toujours... Son rêve, c'était la ferme. Son rêve, c'était de travailler la ferme. Moi, je me vois entre les pieds des bœufs charolais, dans la vallée de Chevreuse. Et il me faisait pas mal, je les caressais. Il s'éloignait quand j'arrivais. Donc, j'ai eu un contact très fort avec la terre et les animaux. Et d'un seul coup, soudain, on a vécu à la ville,
dans un appartement, et mon père travaillait chez Massey Ferguson. Donc voilà, c'est le lien que j'ai avec la mécanique. Et alors là, j'ai découvert quelque chose, c'est toujours près de Givry-sur-Yvette. Vous aviez le CNRS, le CEA. Mon oncle y travaillait, lui, il était dans tout ce qui était agriculture avancée. Et donc très très tôt, alors là j'ai 4, 5 ans, 6 ans, je me souviens donc aller voir mon père dans ses bureaux américains, très propres, très clean, très design, dans lesquels il travaillait. Les hommes étaient, c'était des men in black. Et ça m'a beaucoup marqué. Le côté aussi, quand vous arriviez, tout était paysager, c'était beau. Enfin, moi, j'étais frappée par cette beauté. Autre chose aussi, j'ai vécu donc à Versailles. Hein, je suis née à Versailles, j'ai fait toutes mes études à Versailles. Et ce château, je passais devant tous les jours. Et donc, c'est cet appel de la modernité que je vivais grâce à ces beaux locaux qui émergeaient un peu partout dans les années 60-70. Et cet héritage, cette ville, cette très belle ville, Versailles, les chevaux, la garde, les bâtiments, tout ça, je pense, ont construit chez moi une attention particulière à l'esthétique, à la beauté, à la lumière sur les bâtiments, la lumière sur les objets. Et c'est quelque chose que j'ai toujours recherché. J'étais tout le temps en recherche de... Ça a toujours été un plaisir pour moi de me promener le soir. J'adore la lumière du soir quand elle vient décrire les objets, les bâtiments. Et donc voilà, j'ai eu la chance inouïe de vivre dans la vallée de Chevreuse et à Versailles. Et je pense que ça m'a construit. Alors, je crois que ta mère travaillait dans le prêt-à-porter. Tout à fait. Comme ça, on fait pratiquement toutes les dimensions du design. Oui, j'allais dire. Du coup, c'est aussi textile. Une autre dimension du style, de l'élégance à laquelle elle t'a éveillée. Je pense que j'ai eu, grâce à mes parents, et on voit qu'on coche toutes les cases. Ma mère, en effet, a un diplôme d'industrie textile. Je ne sais pas trop comment... Je n'arriverai pas à vous dire... Mais bon, elle savait très bien coudre. À la maison, il y avait une machine à coudre. Elle nous faisait nos vêtements. Elle faisait des vêtements pour ses amis. Pas du tout industriellement. Et bien évidemment, lorsqu'elle a travaillé, elle a décidé de travailler on était adolescents, et c'était plus, je pense, on était dans la mouvance des années 70 où une femme tenait à avoir son indépendance, à avoir son métier. Ma mère a commencé à travailler, elle dit « mais je sais rien faire ». En réalité, elle savait, elle était très douée, elle a toujours un sens très aigu de l'assemblage des matières, des couleurs qu'elle m'a apprises, qu'elle-même a apprises parce que ma mère a été élevée par contre dans une famille Farman, donc les avions, les pionniers, et puisque ma grand-mère était l'amie de la petite fille de Maurice Farman, donc vécu dans de la grande bourgeoisie, avec une exigence sur l'art de vivre, la table, la matière, l'assemblage, tout ça devait se faire dans des règles très précises et guidées par l'esthétique et l'art de vivre, le style. Et ma mère m'a communiqué ça. Et quand elle s'est mise en effet à travailler, elle dit « je sais rien faire, mais alors j'aime les vêtements, j'aime habiller les gens, je vais me prendre une petite place de vendeuse ». Elle s'est pris une petite place de vendeuse, elle était ce qu'on appelle deuxième vendeuse dans un magasin. La semaine d'après, elle était première vendeuse, et le mois d'après, le directeur lui a dit « vous prenez la direction de ce magasin ». Et elle est restée, donc c'était les établissements Rodier-Vitos. Et elle est devenue patronne de franchise, elle gérait les magasins, donc elle est devenue cadre. Et tout ça simplement par sa passion, par la qualité qu'elle apportait aux choses. Ça aussi, ça m'a construite. À quel moment tu as décidé de devenir designer ? Je pense que j'ai toujours voulu être designer dans ce qu'on donne comme sens au design, c'est-à-dire de changer les choses. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, n'est pas bien assemblé, pas bien posé, j'ai relu il n'y a pas longtemps le livre d'André Poutman, et elle expliquait on peut rester des heures à mettre la chose exactement à l'endroit où elle doit être. Le rayon du bord du verre qui
particulièrement parfait pour la cinématique de la lèvre sur le verre. Ces sujets-là, je pense que je les ai en moi. Je ne suis pas quelqu'un de très facile à vivre, parce que justement, lorsque les choses ne sont pas exactement à l'endroit où elles doivent être, et bien évidemment, c'est mon propre jugement, donc c'est très dur à vivre, elles doivent être là où, esthétiquement, mon œil n'est pas heurté à les voir à cet endroit-là. Ça peut être un assemblage de couleurs, un assemblage de formes. Donc il était bien évidemment nécessaire que je vive avec quelqu'un qui comprenne ça, et mon mari est designer et il fait à peu près la même chose. Donc parfois on peut discuter très longtemps de l'endroit où doit se trouver une chose, avec des arguments, c'est très amusant, mais on s'entend très bien, puis ça fait 34 ans qu'on est mariés, donc ça va bien. Est-ce que le design automobile s'est imposé comme une évidence pour toi à ce moment-là ? Non, parce qu'en fin de compte, alors mes parents ont divorcé, j'étais quand même assez jeune, et ma mère s'est remariée avec un ingénieur de la géothermie qui travaillait dans le bâtiment. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, comme ça tu as... Et donc lui m'a fait découvrir l'architecture. Ah. Donc, d'abord, tout simplement, moi je travaillais bien à l'école, les mathématiques ça allait bien, la physique, j'adorais la physique, la chimie, j'étais passionnée. Donc on me prédisait dans ce qu'on vous produit à l'école, une carrière de scientifique. Et moi, ce qui me faisait vraiment plaisir, ce que j'adorais faire, c'était dessiner. J'ai toujours dessiné. Dès que j'ai un moment, je prends un papier, un crayon, je dessine. Et ça, chez moi, dans ma famille, c'était quand même vu comme dilettante. Ça, s'il y a bien une chose que mes parents ne m'ont pas encouragée à faire, c'est le dessin. C'était pour me détendre, soi-disant. Et donc, en gros, qu'est-ce que tu fais ? Tu dessines, donc viens m'aider. Ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, lorsqu'il a fallu que je décide à préparer les écoles d'ingénieur, puisque ingénieur, sciences, enfin, je n'avais pas trop d'idées, parce qu'en fin de compte, je pense que j'avais décidé que je ne ferais pas ça. Et je suis partie juste après le bac, j'ai fait mon petit sac à dos et j'avais suivi des cours de Madame Payeur, elle s'appelait, si elle m'écoute, au lycée La Bruyère à Versailles, et qui m'avait véritablement instruite en matière d'histoire de l'art. Et donc j'avais nourri une passion, mais quasi immodérée, pour la Grèce antique. Et donc j'ai décidé d'aller en Grèce. Donc vraiment ça s'est décidé en une semaine avec une amie et deux frères, amis de cette amie, donc des gens que je ne connaissais que très peu, et on est parti, on a fait un périple de 3 mois, on a fait tout le Péloponnèse, Olympique, Naflio, et j'étais, mais je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie. Par contre, je suis rentrée bien évidemment fin septembre, plus d'école, pas d'inscription, mes parents, c'est fini, elles se gâchent. Et donc, je me suis inscrite aux Beaux-Arts. Et j'ai commencé à faire un peu de sculpture, ce qui m'a bien évidemment énormément plu, puisque je revenais de Grèce. J'étais dans cette espèce de mythe, ce fantasme de la sculpture. Et je me débrouillais très bien. Donc, vous savez, quand on fait quelque chose et que... Et mon beau-père, qui était très proche des architectes et du milieu finalement de la construction, il travaillait à l'époque dans un cabinet d'études qui finalement proposait tous les grands programmes sur Paris, Vélizy 2, Grigny 2, Paris 2, pour commencer. On habitait Paris 2 à l'époque. Et il m'a dit, tu sais, l'art, c'est sympa, mais on n'en fait pas un vrai métier. Donc, ils ont cherché quand même un petit peu à me ramener. Ils m'ont fait rencontrer un ami de mon beau-père qui s'appelait Charpentier, qui avait un cabinet d'architecture. Ils ont toujours, d'ailleurs. Et je m'étais promenée dans les locaux. Et là, encore une fois, ça m'avait beaucoup plu. Et donc, je me suis dit, peut-être les beaux-arts, mais l'architecture, ça sera quand même beaucoup mieux. Et puis voilà, il y a eu des rencontres. J'ai rencontré D'abord, j'ai fait un très grave accident de moto qui m'a un peu immobilisée, qui m'a fait un peu réfléchir. Mais surtout, j'ai rencontré un professeur qui m'a dit, mais tu sais, toi, entre la science, la mécanique, le dessin, l'architecture, mais t'as pas ce côté juste les choses inertes, tout ça, c'est vrai que ça me passionnait pas. J'aimais bien que ça bouge, qu'il y ait du mouvement. Et l'architecture, par définition, on peut faire du mouvement en architecture, que les architectes ne me prennent pas en grippe, mais c'est pas directement cette impulsion quasi nerveuse, quasi dans le prolongement de votre corps que l'automobile ou même une moto peut produire. Et donc, il a commencé à me parler du design.
À l'époque, ça s'appelait esthétique industrielle. Et j'ai dit, ah ouais, mais oui, c'est bien ça, oui. Et donc, j'ai préparé les concours d'école d'art appliqué de Paris. C'est là où j'ai rencontré tous mes amis, Jean-Pierre Plouet, Thierry Métrose, on était dans la même classe. Et on a fait nos classes de designers. À l'époque, on n'apprenait pas à être designer automobile. Que ça soit, je pense surtout à Thierry et à Jean-Pierre, parce qu'on est restés encore très très proches. On apprenait tous les métiers d'art, on apprenait à être des designers industriels, on apprenait finalement les processus, mais on apprenait surtout à être créatif et à croire en soi, à travailler sur une conceptualisation qui venait du cœur et de notre corps, c'est-à-dire on était actifs, on entreprenait ça de manière pas trop mentale, on était très dans la matière. Et ça, j'adorais. Et très clairement, c'était une très bonne préparation au design automobile. Pour autant, ce n'était pas une formation de design automobile. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, les constructeurs automobiles, que ce soit Carl Olsen, et je lui rends hommage, qui était à l'époque le directeur du design de Citroën en France, et Jean-Paul Manceau, chez Renault, étaient tous les deux des personnes qui allaient régulièrement dans les écoles françaises pour aller chercher des talents français pour finalement équiper leur design studio. Ils avaient fait très peu de recrutement. Les personnes qui y travaillaient étaient des gens qui étaient comme Jean-François Venet, qui a été une personne qui m'a beaucoup influencée, comme Jean-Pierre et Thierry d'ailleurs, venaient des Beaux-Arts. Jacques Nochet, qui a été mon mentor, venait des Beaux-Arts. Il a été grand massier aux Beaux-Arts et il m'a raconté toutes ces... Et il y avait donc une culture hyper créative, hyper art au sens où on l'entend en France, c'est-à-dire à la fois combinant une forte conceptualisation et une effectuation réelle sur la matière, sur les choses. Un ordonnancement aussi, une forme ordonnée du design, c'est-à-dire un design construit mentalement et effectué sur du concept en fin de compte. Et donc, quand le style, on parle de style français, c'est un style qui quand même part du concept. C'est pas un style qui suit une tendance. On fait pas du style parce que tiens c'est cool de faire ça, comme il y a eu aux États-Unis avec le bio-design, ces tendances à faire des formes très molles, très très douces, probablement inspirées par les nouveaux processus aérodynamiques, et poussées aussi pour des exigences aérodynamiques. Mais les gens suivaient une mode, et c'était pas du tout comme ça qu'on procédait. Et ça, je pense que ça a été une grande qualité de ne pas avoir suivi finalement une formation où on vous explique comment il faut faire du style automobile. On a dû faire du design ou du style automobile par nos propres compétences. Et c'est ce qui a... Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, la place de Jean-Pierre Plouet, qui vient d'ailleurs de reprendre Lancia en plus de toutes ces très belles et prestigieuses marques qui l'encadrent, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui marche, c'est cette dimension justement de la recherche innovante de l'assemblage de la forme. C'est-à-dire de trouver un langage qui construit finalement... C'est un langage formel. Et cette capacité-là, c'est beaucoup plus que savoir bien dessiner une voiture, faire une belle voiture stylistique, équilibrée, dont la ligne est saisie, où la lumière joue dessus avec un peu de, je dirais, parfois d'humour, parce qu'on aime bien aussi jouer des contrastes. C'est très différent de ce qui est de monter, d'assembler un langage formel. Et c'est ce qui fait la force dans les grandes entreprises automobiles qu'on connaît aujourd'hui, comme Stellantis, où il faut travailler absolument la différenciation des marques. Chose que j'ai eu à faire aussi chez General Motors. Alors tu n'as pas fait que des études en France pour apprendre le style à la française. Tu es allé aussi à Détroit. Ouais, l'histoire de Détroit, alors j'ai, que ce soit Carl Olsen qui m'avait proposé de venir chez Citroën ou Jean-Paul Manceau chez Renault. Alors pourquoi je me suis retrouvée chez Renault avec Jean-Pierre et Thierry et que d'autres, comme à l'époque il y avait François Barneau, il y avait Christophe Barneau, il y avait Olexon, il y avait Jean-Pascal Siancalport. Tous ces gens, en gros, notre petite classe de 15 personnes s'est coupée en deux, entre Renault et Peugeot.
Et quand on est arrivé chez Renault, très clairement, on nous appelait les chiens fous d'ailleurs. On a pu faire des stages et on nous a donné... on était les rois du monde. Les rois du monde. J'ai des souvenirs pour ces périodes-là, très émus. Et on avait Jean-François Venet, qui venait de chez JM. Lui, il avait fait sa carrière chez Opel. Et ensuite, il était allé aux États-Unis. Il avait travaillé sous les ordres de Chuck Jordan, qui était à l'époque le VP Design aux États-Unis, à Détroit. Et donc, toute cette période de stage où on était juste des débutants, où on essayait des choses, il était notre maître, il était notre gourou. Il nous expliquait comment faire les choses. Et il nous parlait tout le temps de JM. Enfin, moi, ça m'avait beaucoup marqué. Et l'autre chose venait aussi du fait que j'étais une femme. J'étais quand même la seule femme. Quand j'ai rencontré Jacques Nochet était très impressionné qu'une femme puisse s'intéresser à l'automobile au sens automobile, au sens style automobile. Parce qu'il y avait des femmes, il y avait Martine Chevillot à La couleur et matière, et donc c'est assez naturel. C'est ça, j'allais dire, à une époque, le design pour les femmes, c'était choisir la couleur de rideau et le tissu des sièges, quoi. Sauf que mon projet de diplôme, c'était un véhicule grande habitabilité. Donc... on n'avait pas l'habitude de voir ces véhicules-là. L'espace est sorti en 84. Donc je travaillais déjà depuis plus d'1 an avec des architectes, avec différentes personnes sur ce sujet de véhicules à grande habitabilité. Et puis que j'avais appelé le voyageur, comme quoi vous savez, les choses. Mais ça, c'était... c'est ce qui m'a finalement... donc j'ai passé ma thèse de diplôme, à l'époque ça s'appelle un DSA, mais bon, c'est équivalent au master aujourd'hui. Je ne sais pas trop parce que les diplômes bougent, mais ce que j'ai tout de suite vu, c'est que de faire du design automobile dans une école, ou même en France, c'était pionnier, mais surtout c'était pas forcément, on n'avait pas forcément toutes les clés. Et j'ai senti 2 choses. La première, c'est que j'avais pas la formation officielle. Au sens mondial. Si je me suis tout de suite projetée par rapport au reste du monde. Il y avait le Royal College of Art, Chris Bangle était allé là-bas, et puis il y avait les écoles américaines. Et il y en avait 2, il y avait le College for Creative Studies à Détroit et il y avait le Art Center à Pasadena. Et donc quand j'étais à l'école, il se trouve que j'ai gagné un prix, la France donnait et proposait des bourses aux étudiants qui finalement... recevait ce type de prix. Donc, le ministère des Affaires étrangères m'a dit, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir cette bourse, mais vous devez aller ou trouver une formation à l'étranger pour le faire. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je sais exactement où je veux aller. Et j'aurais pu aller au Royal College of Art. D'ailleurs, mes parents voulaient, oui, c'est plus près, tu reviendras plus souvent. J'ai dit, non, les US. Alors, il y avait Massey Ferguson, il y avait plein de mythes derrière. Mais non, ça devait être les États-Unis. Et quand j'ai proposé ça à Renault, très gentiment, ils m'ont dit mais Anne, d'accord, tu pars, mais tu pars sous convention, tu signes un papier, et donc tu reviendras chez nous, parce qu'ils se sont dit, une femme, une Française, elle ne va pas revenir. D'autant plus qu'il y avait eu des précédents où les constructeurs payaient les études, ou du moins sponsorisaient des étudiants dans les grandes écoles étrangères, et ceci se faisait tout de suite, finalement, préempté par les constructeurs américains, ce qui était c'était le jeu. Ah oui. Et voilà, donc je suis partie dans d'excellentes conditions. Pourquoi le College for Creative Studies ? Tout simplement parce que Renault me proposant finalement de compléter ma bourse, je partais dans des conditions financières du coup très 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 confortables. Ils m'ont dit... Moi, je voulais l'Art Center. J'étais prise aux 2. J'avais envoyé mon dossier. J'étais acceptée aux 2. Je me voyais partir en Californie, le plus loin possible, si forcément. Possible. Bah oui. Et à l'époque, Renault était propriétaire d'American Motors. Oui, c'est vrai. À Détroit. Donc, vous aviez François Castin, qui était le directeur général de Jeep. Et donc, tout simplement, on m'a dit, OK, mais c'est Détroit. C'est le College for Creative Studies. Il n'y a pas de palmier à Détroit. Et moi, je me suis dit, finalement, c'est pas si mal. Comme j'étais plus ou moins une stagiaire Renault, je suis allée voir François Castin. Et ce qui était très bien, c'est que donc, j'ai fait mon parcours à Détroit. J'ai pu vraiment consolider quand même ma formation. Parce qu'il y a quand même toute la culture automobile.
qui était quelque chose qui me manquait finalement. J'avais intuitivement un savoir-faire, mais il me manquait toute la culture. Et puis la pratique, puisque François Castin m'a proposé, c'était tous les jeudis, j'étais dans le studio Jeep et je pouvais travailler avec les autres designers. Donc ça a accéléré énormément ma compréhension du monde de l'automobile. Et surtout, en plus de cette passion que j'avais pour les véhicules à grande habitabilité, c'est-à-dire les planchers plats, ça revient de la R16, hein, c'est cette idée d'un véhicule dans lequel on bouge, on vit, on se déplace, dans lequel l'intérieur est aussi important que l'extérieur. C'était pas rien quand même. J'ai découvert un autre type de véhicules qui sont les 4x4, les SUV, les trucks, comme ils disent là-bas. Et quand je suis revenue d'ailleurs après, quand j'ai été embauchée chez Renault, je faisais figure un petit peu de personne sachante vis-à-vis de ces véhicules-là, puisque j'avais travaillé dans le studio Jeep. On ne peut pas travailler dans un meilleur studio que celui-là pour se former. Et c'était vraiment quelque chose qui était inconnu chez Renault ou difficile. Ce qui m'a amené à avoir beaucoup de débats houleux avec les ingénieurs qui ne comprenaient pas où devaient être les roues, l'équilibre, le fait que finalement toutes les voitures chez Renault avaient une sorte d'effet piquant, mais je dis non, il faut tout ça, ça doit être horizontal, c'est un carré parfait, donc ça nécessitait quand même pas mal de reprise des best practices que les ingénieurs chez Renault avaient l'habitude de faire. Aujourd'hui, on a dépassé ça, on fait des plateformes, mais tout notre début de métier de designer, ça a été de se battre pour les proportions. Hein. Le débat des proportions, ça a animé pratiquement les 20 premières années de ma carrière, ça c'est clair, surtout les 10 premières, ça c'est évident. Et à l'époque, il y avait 2 directeurs du produit chez Renault qui m'ont beaucoup aidée, même en tant que femme. Mais je devais certainement leur apparaître un petit peu off. Et donc, ils ont été toujours très, très sympathiques avec moi. C'était Jacques Chénis. À chaque fois qu'on faisait des essais véhicules, il disait « Anne, tu viens avec moi ». Donc, alors lui, quand il essayait pas à moitié. Hein. Oui. C'était un pilote, donc un peu comme toi d'ailleurs. Hein, Oula, non. Et puis Rémi de Coninck. Ouais. Rémi de Coninck qui a été, on a été très longuement amis et qui lui m'a donné les clés du marketing, les clés du branding, les clés du marché, la question du client. Et ça a été très structurant. Et là, on parle de vraiment les toutes premières années de ma carrière chez Renault. Et la chance que j'ai eue, c'est que c'est Jacques Nochet et j'allais dire Jean-François, c'est Juchet qui m'a embauché. Gaston Juchet. Oui. Gaston Juchet, cherchait son prénom. Le papa de la R16. Le papa de la R16. La boucle était bouclée. Et je me souvenais toujours de ce passage. Il est dans son bureau, il est assis, il y a Jacques Nochet qui est juste debout derrière lui. J'arrive avec mon portfolio, je lui montre tout ça. Nochet, très encourageant, oui, c'est bien comme ça. Il me voyait, moi je... Et la tête fermée de Juchet. Pourquoi je ne connais pas le prénom ? Parce qu'il faut savoir, chez Renault, on appelait les gens par leur nom. Hein, c'était Nochet, Juchet, Stropa, Jardin, Venet. On ne disait pas les prénoms, hein, jamais. C'était une culture. Ça, c'était intéressant. Et je passe mon portfolio comme ça, avec justement le projet Grande Habitabilité. Puis il me regarde comme ça, il me dit vous voulez faire du design automobile ? Enfin, vous voulez travailler chez Renault, faire du style automobile ? Oui. Aux couleurs matière. Moi, je me souviens bien de la séquence du projet. Je fais non. Aux intérieurs, peut-être. Je dis non. Et là, je me souviendrai toujours comment il s'est avancé sur la table, avec son coude comme ça. Il m'a regardé, il m'a dit, vous voulez quand même pas faire de l'extérieur ? Je dis, mais regardez mon portfolio. Et il a regardé, il a levé sa tête, il a regardé Nochet, et il lui a dit, et Nochet, il a dit, pas de problème, je la prends. Je la prends rue du Port. Et rue du Port, c'était l'espace de design avancé où avait toute cette petite équipe de gens qui faisaient des choses un petit peu hors cadre. Donc j'ai commencé dans les meilleures conditions possibles. Donc Gaston Juchet, c'était un peu l'homme du temps d'avant, quoi. J'étais une petite chose parce que qui l'interrogeait. Il n'était pas du tout négatif. Hein. La preuve, c'est qu'il a totalement accepté mon embauche. Mais je me souviendrai toujours, il venait, il débarquait. Je travaillais à l'époque,
J'avais qu'un espace, c'était celui qui est celui de Gérard Asensio, quoi, qui lui était... Enfin, il n'y avait pas beaucoup de place, donc il se trouvait que j'étais à sa place. Et il venait me voir. Il venait voir ce que je faisais. Il était curieux. Il s'est dit, tiens, une femme qui fait du design, enfin, à l'époque du style, oui, c'était une curiosité. Voilà, je pense que j'étais une curiosité pour lui, mais il était très bienveillant. Hein. Tout le monde chez Renault a été d'une bienveillance exceptionnelle. Moi, je me suis sentie bien en famille, à aucun moment. J'ai eu après, plus tard, lorsque j'étais directeur, des conditions plus difficiles, parce qu'il fallait défendre des positions vis-à-vis d'ingénieurs très arc-boutés sur leurs principes, et bouger un style, ou bouger une face avant, un design, ça passe forcément par des choix d'ingénierie qui se négocient, et qui se négocient, il faut des arguments. Mais j'ai adoré ces batailles. J'ai adoré ça, hein, ces négociations un peu dures, parce que ça obligeait finalement à rentrer aussi dans la compréhension de comment était faite la voiture. Et j'adorais ça. Moi, j'étais tout le temps en dehors du design. J'étais tout le temps. Carlos Tavares doit s'en souvenir. Dans le cadre de la Mégane 2, je débarquais dans son bureau à 6h, 7h le soir, au moment où il tentait peut-être d'être tranquille pour rédiger ses rapports, je ne sais quoi, pour insister sur les proportions que je souhaitais maintenir. À l'époque, on travaillait avec le Digital Mock-up de Dassault Systèmes, le tout premier, qui était implémenté chez Renault. Et on faisait ces séquences ingénieurs-designers de négociation des contraintes, de façon à s'assurer que choix technique n'était pas, ne préemptait pas finalement sur la possibilité de faire une belle ligne ou un beau concept, et inversement. Et j'ai toujours reçu dans ces échanges, je me semblais aussi de Michel Fèvre-Duboz, qui travaillait avec mon mari. J'ai quitté, moi, maintenant, le design automobile, mais ces constructions collectives, ces formes d'innovation collective, parfois de clash, de perspectives, de façon de voir, de regarder autrement, c'est fascinant, c'est fascinant. Et ça explique aussi pourquoi je suis chez Dassault Systèmes aujourd'hui, puisque Dassault Systèmes produit les conditions de cette rencontre, produit les conditions. Bon, bien sûr, on fait de la 3D, des espaces collaboratifs, des virtual twins qui permet, qui est le digital mock-up d'aujourd'hui, qui au lieu d'être sur l'objet fait l'environnement total, hein, la voiture, la ville, ses comportements, ses systèmes, ses interactions, capitalise ses data. Bon, c'est quoi ? C'est jamais qu'une plus grande version de ce qu'était notre maquette numérique, où on négociait les uns et les autres pour faire le plus bel objet possible, le plus désirable, le plus efficace, le plus performant, et ainsi de suite. Donc venir chez Dassault Systèmes au regard de cette carrière, de ces parcours, était totalement... je pense probablement imprévisible, totalement prévisible par contre. Donc voilà, et tout ça pour dire qu'on n'a toujours pas parlé de l'expérience américaine, mais on y viendra. Tout était prêt. Tout ce que je peux dire, c'est que cette période chez Renault a été très rapide, puisque je me suis retrouvée à 35 ans directeur des petites et moyennes voitures. Une grande confiance que m'avait faite Patrick Lequément, qui m'a intégrée à son comité de direction. Il y avait d'autres femmes, il y avait la directrice des ressources humaines, Annie Ledeuf, et puis Martine Chevillot, et moi. Et j'étais la plus jeune en même temps. Donc, de me faire confiance, ça grandit. Hein. Ça grandit, et à tout moment, je me disais, mais non, ils sont fous. Et puis finalement, l'organe... Tu te pinçais ? Disons que j'avais pas le temps. Moi, je suis plutôt fonceuse, hein, j'accélère tout de suite, j'aime beaucoup aller vite, je suis un peu hyperactive. Et donc, dès qu'on me donnait, dès que le plateau s'étayait ou que la surface à couvrir était plus grande, je me mettais à aller plus vite, quoi. Donc, c'était un réflexe, et j'adorais ça. Alors, tu commences à parler de Patrick Lequément. C'était comment à l'époque de travailler avec Patrick ? Alors, Patrick, quand Gaston Juchet m'a embauché, Patrick Lequément n'était pas encore là. Il est arrivé, je pense, 6 mois après mon embauche, et il n'a pris vraiment ses fonctions qu'encore 6 mois après. Et donc, on a connu 6 mois où il prenait ses fonctions. Et il rencontrait tout le monde. Et moi, le premier échange que j'ai eu, j'en m'en souviens vraiment très très bien,
il était basé sur ce qu'on faisait. C'est-à-dire, il faisait le tour, ce que j'aurais fait à sa place, maintenant, quand on prend du recul. C'est-à-dire que quand vous prenez vos fonctions, je vois par exemple Jean-Pierre Ploué qui va reprendre Fiat, Abarth et maintenant Lancia en termes de relance de la marque. Il doit s'appuyer sur quelqu'un en qui il a confiance et dont le style, la personnalité, l'expression design correspond à ses intentions, correspond à une stratégie méta de design. Ça, je ne le voyais pas, mais donc il était à l'époque dans une condition de rechercher sur qui allait s'appuyer. Finalement, c'est sa nouvelle stratégie design qu'il tenait à influer, à proposer à Renault. Et donc, à l'époque, je travaillais sur un futur trafic. C'était un petit camion, à l'époque, ça s'appelait le X61, je crois. Et je développais l'idée d'une courbe un peu excentrée, au lieu de faire une forme totalement alignée avec le fourgon. J'avais voulu que la courbe soit plus haute et ensuite retombe pour aller chercher la ligne du fourgon, parce que j'avais travaillé chez Jeep et aussi lors du développement d'un petit véhicule 4x4 qui n'a jamais vu le jour, cette idée que quand vous montez dans un véhicule, et non pas quand vous vous y asseyez, votre tête fait un mouvement vers le haut et redescend. C'est simplement la courbe ergonomique de l'accès au véhicule. Et je me suis dit, si on faisait juste une jolie... En plus, c'était joli, c'était gracieux, c'était distinctif, ça permettait de reconnaître le véhicule par rapport à tous les autres qui se ressemblaient. Les véhicules utilitaires se ressemblent beaucoup. Et en plus, ça avait un vrai avantage, c'est que ce type de véhicule était utilisé par des livreurs qui montaient, descendaient, descendaient. Et donc, ça avait un vrai avantage ergonomique. Et ça l'avait bien plu parce qu'il s'est dit, voilà, association, concept, design. Et Patrick Lequémont était comme ça. C'était quelqu'un de très mental qui avait qui a toujours d'ailleurs, parce que je l'écoutais dernièrement, il est toujours très, très conceptuel et avec une analyse, un regard critique sur le design, très structuré. Pour nous, ça a été une chance, tous les chiens fous là justement qui étaient dans les studios où on avait envie de faire des choses, mais voilà, Patrick a donné le cadre. Il a donné le cadre, la direction. Il parlait comme nous. Et en plus, il avait l'aura, la reconnaissance d'être quelqu'un qui venait vraiment de ce monde-là. Et il ne faut pas oublier que chez Renault, on sortait finalement d'une dictature de l'ingénierie. Oui. Et Patrick Lequémont incarnait le design, la communauté, la famille, une fonction qui était tout juste finalement. On est très en retard. Bien sûr, maintenant l'automobile, plus personne imagine, ni chez Renault ni chez PSA, de produire des voitures sans design. Mais ça a mis du temps et en France, on est en retard. On est très très en retard. Comparé aux États-Unis, pays nordiques, en ce qui concerne la place du designer dans l'entreprise. Le designer est hyper stratégique, puisqu'en fin de compte, il combine tout ce qu'on appelle les touch points en américain, mais tous ces points de contact, qu'ils soient rationnels sur l'utilité et émotionnels et imaginaires sur ce qu'on projette de la marque ou de l'objet. Le designer est capable d'aller dans les deux mondes et de les faire coïncider. Je suis désolée, mais quand on est patron et dont le revenu, les profits, et je l'espère pour le futur, la stratégie de développement durable repose sur la qualité et surtout la fitness, c'est-à-dire l'adéquation des produits par rapport aux besoins ou à la demande ou même au désir, ne pas faire de design ou ne pas faire appel à des designers, mais pour moi, ça me paraît presque... je milite pas, ça me paraît juste un non-sens. C'est comme de passer à côté de ce qui est tellement facile à activer et qui est systématiquement ou assez rarement activé dans les entreprises. Alors bien sûr, celle qui en profite le plus et pour qui ça fonctionne, c'est l'automobile et le luxe. Sans design, le luxe, puisque c'est vraiment un régime d'innovation intensive et qui est porté par la création. C'est pas porté par... Bien sûr, il y a de la technique, mais si vous proposiez cette technique brute, sans tout ce qui est artistiquement, esthétiquement, éthiquement proposé, et ça c'est les designers qui le font, ça ne marcherait pas. Donc il y a encore beaucoup à faire, et l'automobile est probablement un terrain précurseur de ces sujets. Et ça, c'est les sujets qui me passionnent. Et c'est pour ça, la question, c'est que j'aime l'auto,
Mais l'auto n'est jamais qu'un terrain de jeu. Ce que j'aime avant tout, c'est le design. Et Patrick Lequément a vraiment construit cette culture chez Renault. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ça, avec aussi l'expérience de Jean-François Venet, le fait d'avoir été et d'avoir étudié aux États-Unis. Quand je suis sortie du collège, petite histoire croustillante, je reçois mon diplôme je fais en plus la traductrice de Giorgetto Giugiaro, qui était venu à l'époque, qui était notre président du jury du diplôme que je passais. Donc je me retrouve avec Giorgetto Giugiaro, ce qui est pas mal. Et il cherchait quelqu'un pour traduire. Alors, moi, je parlais pas italien, je parlais français, je parle couramment français, donc je me retrouve la traductrice de Giugiaro. Les 3 jours où il était sur le campus. Et puis, tout se passe bien. Et moi, j'avais signé comme quoi je devais rentrer chez Renault. Donc, pour moi, je passais mon diplôme, je faisais mes valises et je rentrais. Et là, je reçois un courrier, Chad Jordan veut vous voir. Donc, je prends ma petite voiture, enfin une Jeep, puisqu'on m'avait prêté une Jeep. Je vais chez JM, donc Tech Center, Warren, j'arrive, Moon Road, j'arrive, Le Pesner, je rentre, et là, je suis reçue dans ce que j'ai très bien connu par la suite, qui est la cuisine bleue, enfin, la salle bleue, la salle à déjeuner bleue, qui est vraiment, c'est une salle, enfin, c'est un truc, c'est de la science-fiction, c'est une très grande table, faite en bois africain très sombre, qui tourne. On appuie sur un bouton, elle tourne, il y a des disques, ça vous permet de récupérer les objets, enfin un peu à la japonaise. Les murs sont faits d'extrusion d'aluminium avec des effets bleutés qui sont absolument... Enfin, c'est la science-fiction, quoi. Quand vous allez dans cette salle, vous avez la représentation de ce que pouvaient imaginer dans les années 50 les Américains du futur, de la vie du futur. Sauf que vous arrivez dans une salle qui évoque une salle clairement futuriste, mais rétro-futuriste. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et Chad Jordan avait invité quelques personnes de son staff. Je déjeunais là. Moi, je ne comprenais pas ce que je faisais avec Chad Jordan, quoi. J'étais toute petite, je ne savais plus où me mettre. Et il me propose une visite de tout le campus. Il me fait visiter alors, Vincent, le studio Corvette. Waouh! Alors, parce qu'il me dit, c'est quoi... Enfin, moi, j'ai toujours dit, la voiture que la C2, c'est... Bon, je ne veux pas revenir sur le sujet qu'on a eu précédemment, mais cette C2, la première fois que je l'ai vue, je suis tombée amoureuse, c'était la voiture, elle était dans ma tête. Et là, il me fait visiter... il n'y avait pas de C2, c'était déjà sur la... on était fin C3, début C4. Je crois qu'ils étaient en train de faire la C4. Et c'était la C4, oui. Et je rentre dans les studios, les modeleurs, la clé. J'ai dit, c'est là, je suis au cœur du réacteur. Wow. Il me s'est dit, c'est bon, elle va signer. Et là, je suis très embêtée. On arrive au dessert et je lui dis, non, je ne peux pas venir chez General Motors. Je ne peux pas. Et alors là, lui, il ne comprend pas. Le Silver Snake, on l'appelait comme ça parce qu'il avait toujours des vêtements aussi qui réfléchissaient la lumière, un peu brillants, des vestes un peu brillantes. Et puis il me dit, mais c'est pas possible, pourquoi? Et tout le monde je voyais à la tête froissée des personnes de son staff que très clairement cette chose-là ne se faisait pas. Et moi je lui dis, mais je suis très embêtée, mais j'ai signé, il faut que je rentre, je dois rentrer chez Renault. Renault mais enfin, c'est quoi Renault? Il faut savoir qu'on est dans les années où Renault avait un déficit. Enfin, oui, ça allait pas fort. Oui, je pense que les journalistes disaient même qu'il y aurait une banqueroute. Donc, pour lui, c'était je te fais un pont d'or, tu vas travailler chez JM, la dream job, et tu vas entrer chez Renault en France. Et là, j'explique que j'ai un contrat, et que c'est un contrat moral, et que je ne reviendrai pas sur un contrat moral. Et puis, alors il comprend, il dit fair enough, et puis il me dit, puis alors c'est là que, à Renault, avec qui vous allez travailler? Who you gonna work for? Et je lui fais, Jean-François Venet. Et il a nodé, il a acquiescé, puis il m'a fait, if it's for Jean-François Venet, I forgive you. Alors, il me pardonnait parce que j'avais travaillé pour quelqu'un qu'il respectait beaucoup. Alors, c'est sûr qu'après, quand je suis revenue et que j'ai travaillé avec Jean-François, je me sentais entourée de cette aura, cette espèce de bénédiction de Chuck Jordan.
Et ça, c'est des petites choses qui m'ont beaucoup marqué. Voilà, c'est des petites étapes qui construisent votre, en tant que femme, en disant je peux tout aussi bien réussir dans ce métier. Par contre, quand je le faisais, j'ai jamais senti de compétition particulière ou de vacherie ou de coup bas. Il y avait de la bienveillance. Non, beaucoup de bienveillance, voire même parfois, je pense que j'ai profité de petits coups de pouce où on se disait, à égalité, ce serait quand même pas mal de voir ce que Anne peut faire. Puis après, il y a eu le projet du scénic, concept car, j'entends bien, pour pas continuer à faire couler. Et puis, très vite, finalement, je pense que j'avais une qualité avec les journalistes. Les journalistes aiment bien. Oui, j'allais dire, parce qu'il y a une chose qui est très forte, c'est qu'à cette époque-là, Renault, le design Renault est fait figure de référence, notamment au niveau des concept cars. Je me souviens qu'à l'époque, chaque concept car Renault était guetté, disséqué. C'était vraiment un peu la mecque de l'innovation en termes de design automobile. Et toi, tu arrives avec le concept scénique. Et j'imagine, d'un seul coup, ça a dû changer complètement du tout au tout pour toi. D'abord, le Clément a créé, et c'est marrant parce que ça s'est répliqué avec One Cherry chez JM, de la même façon, avec un décalage d'une dizaine d'années, mais il a replacé le design au cœur du réacteur de l'entreprise avec les concept cars. Et il se trouve que le premier, c'était Laguna. Il y a eu Mégane. C'est Gérard, mon mari, qui a fait Mégane. Bon, c'était un premier. Alors, normal, le premier, on veut tout faire. Alors, c'est une sorte d'énorme laboratoire. Toutes les idées qui traînaient dans les cartons, on a voulu les mettre. Donc, la voiture était un petit peu... mais bon, c'était la toute première. Il fallait régler les... Après, il y a eu... alors, ça devait être scénic, puis ça a été Laguna, ça a été inversé. Le ZO1 et le ZO2 sont inversés pour des raisons toutes simples. C'est que je pense que Laguna était beaucoup plus directement accessible. En plus, ça faisait un rythme, ça créait un rythme. Et c'est vrai que le ZO1, on a beaucoup travaillé avec des ingénieurs. C'était quelque chose c'était un concept. C'était pas du style, c'était un vrai concept, un concept multidimensionnel, très proche des voitures qu'on produit aujourd'hui, c'est-à-dire qui répond véritablement à des exigences d'usage, à une manière de vivre. Il a produit le meilleur d'une équipe très soudée et qui fonctionnait très bien et qui ne demandait que ça, d'avoir la possibilité d'exprimer leur savoir-faire. Donc c'est vrai que ça m'a mis aussi au devant de la scène dans le cadre du fait aussi que c'était un véhicule. Moi, on a quand même dit, ça peut que ça marche pas. Oui. Et si c'est Anne qui en parle, c'est une femme, du coup on va mieux comprendre le concept. Ça, c'était Serge Vanov qui m'avait bien expliqué, bien briefé à l'époque. On comprendra mieux le concept en venant de quelqu'un qui d'abord l'incarne, et qui en plus crée un peu de médiation pour le grand public, et ce qui s'est exactement produit. Et voilà, et je suis sortie de l'ombre à la lumière, ce qui n'arrive pas toujours à tous les designers, donc j'ai eu cette chance-là. J'ai beaucoup apprécié, je suis quelqu'un d'assez mental, quoi qu'il arrive, j'aime bien intellectualiser les choses, c'est ce qui faisait que d'ailleurs on s'entendait bien avec le Clément et avec son staff. Et puis, et donc ça a vraiment, ça a créé ce poids fort du message, bien plus que du design. C'est-à-dire que le design avait une voix, avait une proposition. Et ça s'est forcément entendu, ça s'est vu et entendu. C'est pour ça que je pense que quand JM est revenu vers moi, j'étais dans leur papier. Je suis sortie du CCS, ils m'avaient déjà fait une offre que j'avais refusée. Quand ils m'ont fait la deuxième offre, quand One Cherry m'a dit je relance les chocars, parce qu'ils ont eu une période pas très agréable, très marketing. Par contre, eux, c'était le marketing qui les tirait vers le bas, faire toutes les mêmes voitures, c'est-à-dire il y avait 8 marques, mais c'était le même véhicule décliné avec des badges. Parfois même, ils oubliaient de faire des changements du badge. Donc on trouvait des Oldsmobile avec des volants Chevrolet. Enfin, c'était le design était nulle part, quoi, hein. Et One Cherry, qui revenait d'Angleterre, voulait faire ce qu'avait fait finalement le Clément chez Renault, relancer le design avec une politique de chocard. Et il m'a proposé de venir à ce moment-là. Et avec un projet qui était quand même assez considérable, qui était, j'ai 8 marques,
je veux travailler une différenciation très forte de ces 8 marques. Donc, c'était un travail de méta-design pour permettre à chaque directeur de chaque marque de design d'être compris dans une proposition General Motors, tout en permettant cette forte différenciation. Et par le fait même de contrôler, de mapper, de cartographier les territoires respectifs des marques, de façon à leur donner une identité, un ressort, recréer et réactiver l'imaginaire et l'héritage, hein, comme on a fait pour Chevrolet, Cadillac, parce que dans le cas de Cadillac, ces formes toutes créées par computer, c'était simplement pour faire l'équation de ce que Cadillac était à la sortie de la guerre, inspiré des bombers qui avaient permis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est mental comme connexion. Et ça a très très bien fonctionné, même si tout le monde ne sait pas. Qu'est-ce qui a piloté la stratégie design de la renaissance de Cadillac, qui a été exceptionnelle. Ça a été une remontée terrible. Et pareil pour Chevrolet, c'est-à-dire qu'on faisait des Chevrolet qui ressemblaient à des Toyota. Du jour, on s'est dit non, Chevrolet c'est SS, Chevrolet c'est Camaro, Chevrolet c'est Corvette. C'est le muscle accessible. Mais c'est du muscle d'abord, c'est des chansons rock'n'roll. Et c'est ça le paradoxe, c'est que vous venez de l'étranger, vous avez cette passion, et vous êtes capable de dire aux Américains, je dis mais non, c'est pas ça. Vous ne faites pas ce que vous êtes supposé faire. Vous ne faites pas du Chevrolet là, vous faites du... Et ça, c'était à cause du marketing, parce que tout était scripté. Ils appelaient ça la 9 box. C'était 9 boîtes dans lesquelles, dans chacune des boîtes, vous aviez un brief sur c'est qui le client, tout ça. Résultat, ils faisaient ça pour tout le monde, donc ça revenait à dire, messieurs les designers, faites la même chose. Donc c'était absolument insupportable. Donc ça a été véritablement, je dirais, une expérience de design nouvelle, du design des marques, celle qu'on connaît aujourd'hui. Alors, General Motors, on va y revenir, parce que je vois que tu es brûle d'y arriver, mais je voudrais d'abord fermer entre guillemets, la séquence Renault. Rétrospectivement, de quel projet es-tu la plus fière ? Chez Renault ? Oui. Concept car ou voiture de route ? Alors, c'est marrant parce que moi, je regarde pas les... Enfin, ça paraît... fier, ce serait pas... Il n'y a pas un projet dans lequel je peux dire... Pourquoi ? Parce que c'est des projets d'équipe. J'ai plutôt des souvenirs, des projets dont le souvenir du faire ensemble, du travail d'équipe, des interactions... je crois que le moment, certainement, où j'ai eu le plus de plaisir à faire ce métier-là chez Renault, c'est la période où j'ai été directeur, où j'ai pu choisir mon équipe, où j'ai choisi mon équipe du chef d'atelier avec Didier Edon, dont je connaissais les talents, mais qui était là et qu'on ne reconnaissait pas, et qu'on a fait venir cadre. C'est le fait d'avoir embauché, d'être sorti, ok, je ne vais pas prendre des designers déjà là, parce qu'ils étaient bien installés dans les studios qui étaient là. Donc l'embauche de François Leboine, de David Durand, de tous ces designers qui aujourd'hui sont la sève de cette entreprise et qui partageaient des valeurs communes dans la façon d'appréhender la question du design automobile. Vraiment dans cet équilibre, concept, je sers, j'utilise, j'ai un très industrial designer dans l'approche vis-à-vis du client, et je le revendique, industrial designer, je le revendique, parce que par rapport au style, il y a une pensée très fine de l'homme au centre, de l'ergonomie, de l'architecture, voilà. Mais bien sûr, dans une proposition formelle qui coïncide, qui construit l'image de la marque. Mais je ne fais pas ça à l'envers, c'est-à-dire je ne fais pas un truc qui est dans l'air du temps sur le... Non, ça, c'est pas moi, ça ne pouvait pas. Et donc, les meilleurs moments, ça a été de construire cette équipe. On l'appelait la pouponnière, parce qu'il n'y avait que des jeunes, à l'exception d'un d'ancien qui était Michel Velay, qui est resté un ami, qui était finalement notre caution. Finalement, il était le plus âgé, mais c'était probablement le plus jeune dans son esprit, dans sa tête, puisqu'il nous régénérait en permanence. Et surtout, il était notre point d'équilibre à construire et designer autour de l'homme. C'est-à-dire construire des objets qui n'étaient pas juste du pur style, mais qui étaient véritablement, qui avaient du sens, qui étaient éthiquement aussi bons. Et donc ça, c'était, je crois, le meilleur moment. Donc je dirais la Mégane 2. Les échanges avec Carlos Tavares, c'est pas parce que maintenant il est
le patron d'une des plus grosses entreprises, pour ne pas dire la plus grosse entreprise automobile mondiale, c'est que à l'époque, il était jeune ingénieur, j'étais jeune designer, enfin jeune directeur du design. C'était l'écoute, alors qu'on était, mais pas du tout sur la même planète. Ce travail de convergence pour essayer de comprendre ce que l'un et l'autre disaient, et ça dans le regard parfaitement partagé, la direction partagée, de réussir la meilleure proposition. Moi, je suis très adepte de Simon, des contraintes, des limites qui, parce qu'elles sont appliquées bien, c'est-à-dire quand on comprend bien comment travailler sur les limites, on va trouver la forme la plus désirable, la plus optimisée, celle qui doit... C'est une règle de la nature, c'est pratiquement du design organéologique ou organique, où on prend vraiment et on respecte une règle de la nature qui est de trouver le parfait équilibre. Donc ça, c'était vraiment chez Renault un souvenir fort. On avait travaillé à l'époque à la demande de Le Quément pour être présenté à Carlos Ghosn, et ensuite ça s'est développé comme un programme, les fondamentaux du design, qui était donc une forme d'intellectualisation de ce que l'on faisait physiquement dans les studios, dans l'atelier, à négocier avec les ingénieurs. Mais l'idée, c'était de décrire des règles du bien faire design, de la bonne collaboration, une sorte de référentiel qui permettait aussi aux ingénieurs de comprendre notre façon de regarder les choses, pourquoi on voulait que le pare-brise s'avance ou recule, parce qu'ils ne comprenaient pas. Un coup, on leur demandait de l'avancer, et le véhicule d'après, on leur demandait de le reculer. On disait parce que c'est plus féminin, c'est plus le monospace versus le grand capot. Tout ça, c'est un imaginaire, ça traduit des imaginaires. Et donc amener les ingénieurs dans ce monde-là, alors que ce qu'il faut, c'est que dites-moi où il est, moi je vais faire que ça marche. Ça, c'était quelque chose de fascinant, vraiment fascinant. Et ça reste aujourd'hui ce que je trouve le plus fascinant, c'est-à-dire le projet design. Donc ce dont je suis fière, c'est d'avoir fait des projets design chez Renault qui avaient du sens et qui ont fait de l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Mais je ne regarde pas les voitures dans la rue en me disant « Ah, j'ai fait ça ». Non, ça, c'est pas moi. Ça. Quelquefois, je regarde des trucs que j'aurais pu faire mieux, oui, mais qu'on aurait pu ne pas laisser échapper. Parce que quand on est designer, on est plutôt dur avec soi. On est toujours en train de regarder ce qui ne va pas. Et on a du mal un petit peu à se... Enfin, moi, je me fais pas d'autosatisfaction à regarder ce qu'on a fait. Je regarde toujours ce qu'on aurait pu faire. Donc, c'est un peu un jeu sans fin. Donc on a compris que là où tu prends ton pied, en fait, c'est dans la gestion des projets. Donc j'imagine que ce que tu as appris chez Renault, ça a dû être d'une aide extraordinaire chez General Motors, où tu t'es retrouvé à avoir une tâche absolument herculéenne. Oui, alors au début, le scope me paraissait énorme, mais en réalité, c'était un travail essentiellement de structuration. Bob Lutz, qui est arrivé peu de temps après que Wayne Cherry m'embauche, quelques mois, avait lui... À chaque fois, je suis arrivée au moment où il fallait tout refaire. Quand Le Quément était en 87 chez Renault, en 2000 chez GM. Au meilleur moment, quoi. De toute façon, je donnerais un conseil si des gens m'écoutent, et ce n'est pas que lié au design, mais si vous voulez progresser, allez dans un espace où le progrès sera reconnu, où vous aurez une chance de produire votre... mais n'allez pas... aller où il faut construire. Si tout va bien, les boîtes très bien installées, tout ça, ce sera beaucoup plus dur de faire quelque chose d'utile et de pertinent. Donc, ça me paraissait beaucoup, mais d'abord, il y avait une affinité extraordinaire avec Wayne Cherry, qui était quelqu'un de très intellectuel, aussi très mental. Donc ça me rassurait. Moi, j'étais très inquiète parce que j'étais française et que je ne maîtrisais pas forcément très très bien la langue anglaise. Je la maîtrise d'ailleurs toujours pas. Je me fais comprendre, mais bon. Et quand on doit passer des messages un peu intellectuels, plus mental, pour amener les gens non pas à faire ce que vous leur demandez, mais à les emmener dans le monde dans lequel vous voulez qu'ils produisent ou qu'ils s'inscrivent ils inscrivent leur créativité. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai opéré. C'est-à-dire de donner les conditions optimum pour que cette créativité s'épanouisse.
Donc ça nécessite que d'abord vous soyez très empathique avec d'où ils viennent, comment ils pensent. Donc ça c'est un travail très long et très énergétique, ça prend beaucoup d'énergie. Et ensuite pour les amener dans un environnement dans lequel ils vont se dire oui ça c'est bien ça qu'on va faire ensemble. Donc ça c'est passionnant. Donc chez General Motors c'était assez titanesque. J'aurais pas pu le faire toute seule. C'était impossible. Je savais comment le faire, mais j'en avais pas le pouvoir. Et donc très très vite d'ailleurs, j'ai commencé à mettre en place ces organisations transverses, ce qui a été hérité directement aussi de chez Renault, que j'ai pas mentionné ce que Carlos Ghosn avait fait en arrivant aussi, ce qu'il appelait les groupes transverses, où les fondamentaux du design ont donc du coup percolé sans problème. Pourquoi ? Parce qu'il avait mis en place un dispositif qui obligeait les gens à collaborer, à casser les silos, à faire de l'innovation entre l'ingénierie, l'advanced engineering, avec le manufacturing. Donc ça, c'était une ouverture, une mise en mouvement de l'intelligence collective qui est extraordinaire. Donc j'essaye de faire la même chose chez JM, et alors là, bien évidemment, c'était un peu dur. Je me souviens de moments où j'étais à deux doigts où pratiquement tous les patrons des véhicules avaient décidé ma mort, quoi. Ils voulaient absolument parce que je décidais de choses sur une ligne qui était la cohérence du design, la beauté du design, et je refusais cette segmentation qui était faite par leurs décisions, qui faisait que les voitures qui sortaient étaient, mais absolument, moi j'avais fait du rétro-planning, j'ai regardé, j'ai dit tout ça se règle à ce moment-là, c'est-à-dire très très tôt dans le processus. Et un processus dans lequel le design doit avoir la main, parce que c'était donc du processus. C'était du renouvellement de la façon dont on allait renégocier les processus de design avec l'ingénierie. Et Bob Lutz est arrivé avec son hélicoptère. Il est arrivé, alors lui c'est we're gonna put the design commando in there. Parce qu'il avait sa voix, une grosse voix, il fumait beaucoup de cigares, pas pendant le travail, mais il avait cette voix cassée, mais très puissante. Hein, ce type est extraordinaire. Enfin, moi, d'avoir pu travailler comme ça 8 ans avec lui, c'était rock and roll, c'était l'Amérique, quoi. C'était l'Amérique. Alors qu'en réalité, il était d'une finesse européenne absolument extraordinaire. Il parlait couramment anglais. Avec moi, il venait le matin dans mon bureau. Nos deux bureaux étaient côte à côte, ce qui fait qu'on se croisait pratiquement tous les matins, puisque son bureau accostait le mien. Et quand il sortait de l'ascenseur, il passait devant le mien pour aller au sien. Et donc, très souvent, il avait une espresso machine, et donc on prenait le café ensemble, et il parlait en français. Ce qui me mettait vraiment dans une situation quasiment osmotique, symbiotique, avec sa volonté de transformer JM par le design, par les concepts cars, par des concepts forts. Et ça me rappelle une phrase de Le Quément, il disait un concept fort à chaque fois que c'est possible et un style fort dans tous les autres cas de figure. C'était voilà, des petites phrases qui faisaient avancer. Et donc Bob Lutz était un petit peu dans cet esprit-là. Et donc là, je suis arrivée et il a refait il a entièrement refait l'organisation. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai dit, je vais réfléchir, je prépare ma proposition, je lui présente, et il me dit, tu travailles avec le top chief engineer, John Calabris, et vous bossez tous les deux, et dans 6 mois, vous revenez, tout est nickel. Et donc, des conditions de travail absolument exceptionnelles, avec en plus le fait de surveiller tous les concept cars, toutes les voitures. Enfin, on avait un budget d'à peu près 16 millions de dollars et on faisait 4 concept cars par an. Donc je suivais 4 concept cars par an, donc répartis en Italie. Il y en avait souvent un en côte ouest et puis un ou deux, un en interne. On avait un shop floor qui était assez exceptionnel, qui savait faire des show cars in-house, dans le sous-sol du Tech Center. Et on avait quelques fabricants aussi dans la région de Détroit, Plymouth, Special Concept qui était exceptionnel, où on a fait la Cadillac 16. Ça a été une aventure. Je pense que c'est là que j'ai vraiment eu le baby blues, parce que d'abord ça a été le bébé de Wayne Cherry. C'est une voiture qu'il avait dans sa tête depuis toujours. C'est 3 voitures en un, c'était 3 show cars, parce que l'intérieur c'était incroyable, l'extérieur et le moteur, où on avait assemblé 2 V8 pour faire un V16. Et donc le design du compartiment moteur c'était de l'horlogerie, quoi. C'était d'une beauté.
Donc il y avait 3 équipes finalement qui travaillaient de concert et pour arriver à équilibrer tout ça. Je pense que c'est le chocard le plus exceptionnel sur lequel j'ai eu le plaisir de travailler. Et j'ai eu un baby blue après la 16 parce que je me suis dit, mais dans la carrière d'un designer, c'est pas souvent que tu as travaillé... Enfin, pour moi, c'était vraiment le chocard le plus exceptionnel. Et c'était vrai parce qu'on peut faire encore d'autres chocards, mais celui-là avait... il était démesuré, c'était la démesure. Hein. Cette voiture, et d'ailleurs, on l'a enfin, il y avait du 24 pouces. Enfin, c'était... J'en garde un très, 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 très bon souvenir, mais vraiment... après, j'ai eu un plaisir fou à travailler sur les produits... là, j'ai pris un virage technologique. Je me suis vraiment occupée d'Advanced Design parce qu'il n'y en avait pas. Ça, c'est un truc qui venait de chez Renault. Et Bob Lutz, une fois que j'avais refait tous les intérieurs, parce que j'ai refait tout le processus des intérieurs, il me dit d'ailleurs aujourd'hui, il m'a dit, ça c'est vraiment quelque chose que tu as laissé à The Legacy. C'est-à-dire comment on doit concevoir un intérieur qui permet véritablement l'expression parce que tout était sous le diktat de l'ingénierie, ou des fabricants, ou des intégrateurs. Donc ça a été un vrai succès, j'en suis très fière. Pour autant, ça a été beaucoup de travail. C'est pas créatif, mais c'était créatif puisque c'était mettre en possession des designers la capacité de faire des designs originaux, enfin de belles matières, convoquer des beaux matériaux, des beaux assemblages, des belles formes. Donc ça c'était valorisant, mais c'était pas, je l'ai fait sérieusement. Et donc il m'a dit un jour, je me souviendrai toujours, dans son bureau, il dit Anne, you did a great job. Now whatever you want to do. You own it. Alors j'ai dit Advanced Design, je veux faire des choses avancées. Et c'est là que j'ai fait les 3 dernières années, surtout 2005, 2007, 2008, les projets Volt, la voiture électrique, un tout petit comité à part avec Bob Boniface, et le projet Sequel qui était en réalité fait avant, qui était tout le travail qu'on avait déjà développé dès 2002 avec Larry Burns, qui était à l'époque le patron alors là aussi un type extraordinaire, en collaboration avec le Media Lab du MIT, Chris Beroni-Bird, qui était un fou furieux de la R&D. Donc avec ces équipes-là, on avait imaginé ce fameux plateau, cette plateforme toute électrique, moteur roue électrique, qui permettait finalement de mettre n'importe quelle cabine. Donc c'était déjà... Aujourd'hui, on commence seulement à envisager... on prend Canoo, Zouk et tous ces nouveaux... on était déjà très précurseurs, avec un téléphone pour piloter à distance le skateboard... je me souviens toujours, 2002, autonomie, présentation Larry Burns à Détroit, c'était le futur. C'était le futur. Et pour moi, c'est vraiment une étape charnière de ce qui est... On verra ça comme vraiment la première étape, quand on regardera dans le futur de l'automobile, de ce que va devenir l'automobile de demain, c'est-à-dire... Ces plateformes de partage qui étaient vues essentiellement pour des raisons économiques sont en fin de compte ces plateformes où on fait plusieurs body styles, des formes et des styles différents. Finalement, aujourd'hui, on est prêt. L'entreprise est prête, les processus industriels sont prêts, les ingénieurs et les designers de travailler comme ça en découplant et en adaptant et en pensant la modularité en amont, en pensant le design comme un système, de manière systémique et modulaire, avec de l'assemblage, du désassemblage, pour prendre aussi en compte l'économie circulaire. Ça, c'est aujourd'hui, ça y est, c'est installé. En plus, avec Dassault Systèmes et le Virtual Twin, on peut faire ça, monter, démonter, on fait la voiture Lego, le portfolio Lego, la brand Lego. Donc ça, on sait le faire. Donc, il ne reste plus qu'une seule chose. La qualité des designers à exprimer des objets dans cet écosystème systémique de services, d'aide ou de dématérialisation de beaucoup des effets de la mobilité, c'est toujours le designer qui est au cœur de cette expérience. Et plus encore que jamais, parce que non seulement il va donner la forme à l'objet terminal avec lequel on va interagir, peut-être le petit pod dans lequel on va monter pour aller dans le centre de Paris, non, c'est qu'il va
construire cette cohérence d'ensemble du système de systèmes. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand je travaillais sur Sequel et avec la R&D, avec Alan Tobb aussi, je voudrais le citer, c'est toutes des personnes qui travaillaient plutôt à la R&D de JM. J'ai travaillé aussi avec quelqu'un d'absolument incroyable qui s'appelle Brent Ferren de chez Applied Mind en Californie, qui est un ancien c'est un Imagineer de chez Disney qui travaillait à l'élaboration de ces univers virtuels pour Disney, pour les parcs d'attractions. Et là, j'en ai tout de suite conçu le besoin qu'il y avait à ce que les designers se déplacent sur ces espaces de réalité virtuelle pour proposer finalement la vie de demain. Pas seulement la voiture de demain. C'est que la voiture, chez Renault, on disait souvent inventer la vie qui va avec. Ça, c'était la Twingo. Oui. Je dis ouais, d'accord, mais le designer, il a fait la Twingo, mais maintenant on veut aussi faire la vie qui va avec. C'est-à-dire on a cette capacité, et je pense qu'elle est... Alors là, maintenant, je vais arriver sur un terrain plus philosophique. Il est absolument essentiel que les designers se chargent de ça, parce qu'ils vont le faire avec l'humain au centre. Ils vont le faire avec une conscience éthique et esthétique des choses. Ils ne vont pas le faire simplement parce qu'il faut qu'on opère des systèmes de mobilité ou la smart city. Mais qui veut vivre en tant qu'être humain dans une smart city ? Mais on est des humains, on n'a rien à faire des machines. Bon, c'est bien, elles nous servent, elles nous aident. Mais ce qui compte avant tout, c'est la relation. On arrive dans une économie de la relation. De toute façon, c'est l'économie de la relation. Donc la question qu'on se pose, c'est le design, qui était avant l'économie de l'objet, de la consommation, du désir peut-être, de l'usage. L'usage nous amène à se dire on ne doit pas forcément posséder les choses, mais les utiliser. Mais les utiliser, ça reste quand même très limité, très utile. Je pense que la vraie question, c'est celle de la relation. Pourquoi on a besoin de bouger ? C'est pour aller voir des amis, voir la famille. Donc, et puis on veut le faire avec style. Donc ça veut dire que ça revoit notre respect de soi, notre individualité, c'est comme les vêtements qu'on porte. Donc ça, c'est pour moi essentiellement une question de design. Donc on n'aura jamais autant besoin de designers. Beaucoup disent il y aura de moins en moins de produits, économie dématérialisée, on fera moins de voitures, on n'achètera plus les voitures, on n'a plus besoin de designers. Mais vous avez tort. On n'a jamais eu autant besoin de designers que maintenant. Parce que soit on fait comme on a fait, ou on a tenté de faire à un moment donné, on laisse faire les technologues et la technoscience, et on ne sera pas forcément très heureux de vivre dans cet environnement-là, sans faire de dystopie, sans faire de futur absolument négatif, matrixien ou autre. Je crois très sincèrement que les politiques, les grandes entreprises doivent sérieusement considérer les designers comme étant leur meilleur allié, non pas à faire du profit, tout simplement à faire un monde dans lequel on a envie de vivre et habiter et avoir du plaisir. Et si possible, avoir aussi la possibilité de continuer à pouvoir utiliser nos voitures classiques, c'est-à-dire de garder le lien avec le passé. Ça, c'est ce que savent faire aussi les designers. On est dans ce qu'on fait quand on imagine de l'innovation, du futur, on est toujours en train d'interroger le passé. On est toujours dans le passé, au sens où on pose la question du passé, pas pour le refaire. Le rétro-style à l'identique, c'est pas trop mon truc, même si sur la Camaro, on a très largement usé de cette ficelle. Mais ce qui comptait, c'était plus qu'est-ce qui faisait le lien de la Camaro en 68 quand elle est sortie, comment les gens la voyaient, comment ils interagissaient, qu'est-ce qu'elle évoquait pour eux, et interroger ce lien et de le réinstancier là, aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Et donc c'est quelque chose qui a un ressort plus profond, qui est typiquement comme l'art. Il faut intérioriser ce sentiment et cette intuition pour la restituer, et non pas la restituer sans réfléchir, sans faire cette boucle d'introspection qu'on appelle l'art, qu'on appelle l'esthétique, qu'on appelle aussi l'éthique. C'est-à-dire, est-ce que c'est une bonne chose d'ailleurs de faire ça ou pas faire ça ? Est-ce que c'est bon ? Alors là, on peut renvoyer à d'autres choses. Est-ce que la voiture est bonne ou mauvaise ? Je pense que la voiture n'est ni bonne ni mauvaise, comme toute technique. Elle est bonne quand elle est pensée avec le bon dans sa démarche, dans son projet, dans son dessin, E et N, pas I-N.
Alors à la fin des années 2000, tu quittes l'univers automobile, tu reviens en France, arrives dans l'entreprise où nous sommes aujourd'hui, Dassault Systèmes. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à quitter cette industrie dans laquelle tu avais fait toute ta carrière? Alors, j'aime toujours. C'est fascinant à faire des voitures. C'est surtout interagir avec des créatifs. C'est juste absolument le plus beau métier du monde. Je pense qu'il y avait d'autres... Peut-être que mon petit côté scientifique est repassé par là, j'en sais rien. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'en arrivant chez Dassault Systèmes, je me suis retrouvée démunie comme à la sortie de l'école. Tout ce que je savais faire et ce pourquoi j'avais un réel talent n'était absolument pas convoqué chez Dassault Systèmes. Pas du tout. Et donc ça, c'est vraiment un challenge personnel. Ça a été un challenge personnel. Mais c'est un challenge de design. C'est que je m'étais quand même rendu compte que le design évoluait très très vite. La pratique du design. C'est-à-dire que quand on était dans l'automobile, j'en ai pas du tout parlé, mais les processus étaient des processus antiques. Et c'est des processus que j'ai adorés. La clé, c'était le modelage. C'est quelque chose qui date de toujours. Le numérique, moi je l'ai vu arriver tout de suite. Les premiers objets étaient faits en 3D dès les débuts des années 80, fin 80, début 90. On faisait déjà maintenant des processus digitales avec Rémi Deconin qu'on avait fait la Next, c'était le premier véhicule électrique de Renault. On avait fait ça en une année, on avait fait ça tout en digital avec des allers-retours. Moi j'avais beaucoup insisté, je disais mais à un moment donné quand on n'a pas encore la maîtrise du digital, il faut quand même rester un petit peu avec du bon sens et faire des allers-retours avec le physique. Ce qu'on fait d'ailleurs toujours. Autant le digital a beaucoup évolué, il faut toujours revenir au réel. On est des êtres humains, nous on n'évolue pas. C'est Harari qui dit ça. On peut faire évoluer très très vite l'environnement dans lequel on est, les technologies, les interactions, la 3D, le 3D print, enfin tout ce qui est additif, fabrication additive. Nous les humains, on est toujours les mêmes. On a à peine évolué. Donc ce qu'il faut, c'est mettre du design dans cette hyper-accélération, cette hyper-industrie qui est en train de survenir. Et cette hyper-industrie, c'est celle dans laquelle on est en train de s'inscrire. Et la pandémie qu'on a vécue ne fait qu'accélérer ce phénomène de digitalisation du monde, dans lequel tout ce que l'on fait est essentiellement maintenant piloté par des interfaces et des interactions avec le monde virtuel, avec des choses qui ne sont pas matérielles. Et c'est ce qui peut faire le malheur de l'humain, c'est que ça nous aide, mais en même temps, ça nous dépossède de ce qu'on aime le plus, c'est-à-dire les sentiments, les relations, les interactions, le contact, les sens, tout ce qui est de l'ordre, même pas de l'émotionnel, puisqu'on trouve ça dans le virtuel, mais du tactile, du sensoriel au sens corps, la corporéité de notre être. Et ça, un designer, il ne peut pas renoncer à ça. Donc il a un rôle de médiation, et ça, c'est cette question de la médiation de l'homme qui maintenant interagit de plus en plus avec son environnement. Avant, c'était le biface, le chopper, le biface, et puis la voiture, l'automobile, l'industrie, la reproduction, la reproductibilité du même modèle. Donc l'idée de faire un modèle qui va permettre de faire des millions de variations du même modèle. Et maintenant, on est arrivé à une société hyper individualiste, où on est sur le procès de la consommation d'ailleurs, mais qui veut dire que chacun veut son truc à lui, et quelque chose qui lui correspond, ce qui est totalement légitime. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette adéquation est de l'ordre de la relation. Elle n'est pas de l'ordre de la façon dont le projet propose un objet fini, mais plus la démarche qui nous permet d'arriver ou d'accéder à ce projet fini. Et d'ailleurs, il ne doit pas être fini, parce qu'il faut qu'il soit circulaire, il faut qu'on permette finalement une circularité de ces produits, sinon c'est du gâchis, sinon on jette. Et donc cette économie circulaire, à la fois de la pensée et de l'objet, ça c'était aussi des interrogations. Donc les objets changeaient, la technologie allait à une vitesse, les jeux vidéo, la représentation hyper réaliste dans les environnements où on peut s'immerger, la matière numérique, c'est-à-dire modeler quelque chose qui en réalité n'est pas fait de clés, mais qui est fait d'atomes et de pixels dans un environnement 3D. Et quand on est designer et qu'on est passionné par justement ce procédé qui consiste à faire émerger une forme, on ne peut pas juste laisser passer ces technos et puis pas les regarder.
Et donc, moi, je n'aime pas je ne sais pas faire de la 3D exécutante, c'est-à-dire faire une voiture en 3D, c'est-à-dire faire pour produire, mais j'en suis incapable. Par contre, je connais ce qui sous-tend les processus numériques qui nous permettent du coup de créer des conditions créatives avec lesquelles on peut jouer avec. On peut hacker des algorithmes, on peut créer des conditions d'émergence de formes simplement en jouant sur les contraintes, sur les paramètres du départ. Et donc ça questionne la façon dont on fait du design. J'ai appris à dessiner, j'ai appris à faire de la gouache, du pastel, voilà, bon, j'ai maîtrisé, on a fait la 3D, voilà. Aujourd'hui, on a ces univers virtuels. C'est fascinant. C'est très compliqué et il y a de plus en plus de designers se spécialisent là-dedans parce que c'est un sujet de fond. Et donc cette médiation m'a intéressée. D'amener, comme pour faire une voiture qui doit être pertinente mais qui est l'héritage d'une marque qui date d'un siècle, je voulais faire cette même chose, c'est-à-dire les processus que je connaissais bien, que je connais toujours très bien, de faire comme on faisait au XXe siècle, hein, où chacun avait sa tâche et sa compétence, pour arriver à, mais c'est quoi le faire ensemble dans un environnement virtuel ? Quelle est la forme que je vais faire survenir ? Est-ce que d'ailleurs, même dans cet environnement, en plus on se pose la question, de plus en plus, c'est pas que le designer qui décide, c'est le designer et l'utilisateur. C'est-à-dire que dans un environnement virtuel, on peut créer une forme. Et la collaboration qu'on avait avec l'ingénieur, c'est plus celle-là qui compte, c'est celle avec celui qui va utiliser la forme, celui qui va être le récepteur de la forme. Donc on est dans la théorie de l'information, puisque le virtuel par définition, on émet une information et on la reçoit. Eh bien, le design aujourd'hui a la métaphore de l'information, puisqu'on émet une proposition. Ça peut être un dessin, une forme, un environnement virtuel, une voiture qui n'existe pas, mais qui peut se manifester ponctuellement par des pods qui peuvent se printer 3D ponctuellement parce que tu en as besoin, mais qui après, une fois que c'est pu utiliser, retournent dans la machine, se font cruncher, se transforment en petites boulettes de plastique qui seront utiles. Plastique ou autre chose, d'ailleurs, ça peut être du PLA, issu de la biomasse, enfin... Je tiens aussi à dire qu'il faut travailler sur les plastiques fossiles et de les éradiquer. Donc, il y a tout ce travail organique de la proposition où on propose quelque chose et il y a une réception. On est vraiment de l'ordre de la science, de la biologie, et c'est faisable, c'est possible. On fait ça, enfin, nous, on a un laboratoire. Alors, déjà, pour définir mon rôle chez Dassault Systèmes, ça c'est là où c'est le plus fascinant, c'est que Bernard Charlès en a parlé, il m'a dit il faut venir, je suis venue comme je suis. On a créé un studio qui est à la frontière entre le lab et le studio et on imagine. On bidouille, on collide, j'aime bien ce terme collider au sens du CERN, et on prend des choses et on les fait se frapper entre elles, que ce soit des gens qui pensent autrement ou des matières qui ne sont pas associées d'habitude et qu'on va mettre en présence et on va faire survenir des choses, on va faire survenir de l'innovation et pour le coup, c'est plus du tout mental, enfin c'est mental dans la mise en œuvre, mais c'est plus mental, c'est-à-dire il y a un côté de lâcher prise, de comprendre que l'environnement digital dans lequel on est, le monde est artificiel. Tout ce qu'on vit aujourd'hui est artificiel. Quand on dit la nature, je rigole, quoi. Il y a plus grand-chose de très naturel dans tout ce qu'on fait. Même les arbres, on les plante, les plantes sont programmées. Donc, je pense qu'il y a cette question fondamentale de les conditions de cette artificialisation, comment on artificialise notre façon de vivre. Ça devient une question philosophique, voire pour moi une raison de vivre, d'essayer de creuser ça avec une croyance, une volonté. C'est comme quand je faisais une voiture scénique par exemple, c'était pour la famille, pour améliorer les conditions dans lesquelles une famille allait se déplacer. Bon, eh bien le véhicule aujourd'hui c'est la Terre, c'est la planète. Et avec les outils numériques, cette question d'échelle, la planète comme véhicule, elle ne se pose pas. Elle ne se pose pas parce que d'abord, il y a des millions de gens qui peuvent intervenir et co-créer avec nous, parce que les objets virtuels, c'est la mythe de l'Internet. Vous allez me dire, ah, ça y est, elle est complètement prise par la cyberculture. Mais oui, j'y crois. Et en gros, c'est même pas que j'y crois. Je veux y croire parce que je ne sais pas quelle autre alternative nous avons.
Je la vois pas, peut-être que mais si on n'est pas en tant qu'être humain en train de mobiliser, de s'émanciper de ce que l'on fait, en gardant un part de nous-mêmes qui est créatif, artistique, je veux pas de cette vie-là. Et ça pose encore une fois la grande question, une vraie grande question, c'est la place, alors je vais appeler ça des designers, mais c'est pas forcément les designers tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui font du style automobile, ou qui dessinent des produits ou des packaging, ou qui font de la com. C'est une attitude qu'on doit avoir, qui est celle du designer. C'est-à-dire que tout le monde devrait être avec une attitude de designer, dire équilibrer, prendre une décision, assembler, poser les choses de manière esthétique, c'est forcément questionner est-ce que cette chose a juste le droit d'être là, et est-ce qu'elle doit être à cet endroit-là, et est-ce qu'elle fait du bien à être à cet endroit-là, est-ce qu'elle soigne les gens, ou est-ce qu'elle est utile à cet endroit-là, ou est-ce que c'est juste quelque chose qui ne devrait pas avoir le droit d'être là. Et ça, c'est la question que le designer pose de manière sous-jacente dans toutes ses opérations de design. Donc si on apprenait le design aux enfants à l'école primaire, ça serait déjà extraordinaire. Ils le font dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, ils font ça, en Finlande, en Norvège, parce qu'ils savent que ça contribue à mettre en avant la collective intelligence des jeunes enfants sur la co-construction d'un objectif commun. Co-construction d'un objectif commun. C'est-à-dire, c'est pas la maîtresse qui dit « vous allez faire ça ensemble ». C'est qu'ensemble, par le design, on va stimuler des créativités, et entre eux, ils vont se déterminer les uns par rapport aux autres, et ils vont construire l'objectif. Et ils vont forcément le construire avec ce qu'ils ont, avec les limites de ce qu'ils sont. Et ça, pour moi, c'est les conditions du bien-vivre demain. Et ils le font, et donc qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des économies, les économies nordiques sont les plus durables. C'est celles qui ont déjà bien pris de l'avance jusqu'aux politiques sur ces questions d'équilibre, de bilanciel entre ce qu'on produit et ce qu'on utilise, ce qu'on jette et ce qu'on remet dans le système. Et bien ça, c'est ce qui me motive aujourd'hui chez Dassault Systèmes. Dassault Systèmes est éminemment sustainable par définition, puisqu'on aide finalement toutes les entreprises à digitaliser ce qu'elles font pour qu'ensuite ils puissent justement faire du design, c'est-à-dire designer autrement, parce qu'ils ont finalement le jeu Lego qui leur permet d'imaginer ce que pourrait être le vrai jeu, et donc de faire de très 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 bonnes décisions dans le futur. Donc je convoquerai de plus en plus de gens. On peut peut-être même imaginer que mon parcours qu'on a évoqué, ce ne sera pas forcément le parcours des designers de maintenant. Ils vont devoir apprendre plein d'autres choses. Moi, je me souviens, au début, on disait il faut être très très bon en dessin et en volume. Après, il fallait être très bon en business pour pouvoir dealer avec les directeurs du marketing, ce que j'ai fait chez JM, mais parce que j'ai suivi l'évolution du design. J'ai vu toute cette évolution, j'ai vu arriver le numérique, j'ai vu arriver le marketing, où le design est devenu la clé d'une marque pour se représenter, c'est-à-dire créer son imaginaire, constituer ses imaginaires, donner un langage, créer de l'adhésion. Les gens disent c'est ça, c'est cette marque, je suis Peugeot, je suis Citroën. Pourquoi les gens disent ça ? Ils disent ça parce qu'on crée ce lien avec leurs imaginaires. Parce que je ne sais pas, parce que leurs grands-parents avaient une Citroën, ou parce qu'ils ont un très bon souvenir chez un ami, ou on ne sait pas, et on ne saura jamais, et ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de créer le lien. Et pour ça, ça voulait dire, il faut que vous fassiez du design, vous les designers et tout. Je dis oui, mais bon, on ne veut pas être des marketeurs, on va laisser ça. Moi, je suis anti-marketing, donc je revendique. Parce que pour moi, le marketing n'est que l'encouragement à des comportements qui ne sont pas bons, puisque ce sont des comportements qui vont vers le non durable. Je consomme, je jette, je reconsomme. Il faut surtout reconsommer. Le marketing, la publicité, reconsommer. Donc comment je fais ça de manière durable ? En réinjectant du design, c'est-à-dire en s'assurant que quand je pense ce que je propose, je le pense dans son usage, dans sa globalité, c'est-à-dire même en fin de vie, même après sa vie. Donc ça, c'est des questions qui maintenant sont celles du designer, c'est-à-dire on peut dire qu'après le business, aujourd'hui le designer, il doit soit se constituer une solide base de science, donc on voit aussi évoluer les métiers du design vers la recherche,
Donc au MIT par exemple, ils ont des programmes et des designers qui travaillent avec des scientifiques, des biologistes, où on va imaginer des textiles à base de champignons. Parce que le champignon permet de créer une matière qui se crée naturellement, organiquement. Ou bien on va questionner justement tout ce qui est la technologie informatique, de la diffusion de l'information, créée en réseau, par exemple designer en réseau. Ce week-end, j'ai rencontré Don Foresta, qui est un monsieur qui a maintenant un certain âge, mais qui a créé le réseau Marcel, où des artistes co-créent, grâce à Internet, une œuvre, une méta-œuvre. Ça interroge, hein, ça interroge. Et puis, il y a ce côté science, et puis l'autre côté, c'est le retour à l'humain, c'est le soin, c'est s'assurer que finalement, je sais pas, peut-être que la voiture peut faire un peu plus que nous déplacer, elle peut peut-être nous soigner demain. Elle peut aussi, ou tout ce que l'on fait, avoir de multiples usages, et surtout prendre du sens vis-à-vis de ce que l'on est. Et c'est pour ça que quelque part, le design apporte beaucoup à la science, parce que la science a réduit finalement son opération en sortant l'homme, qui était un peu imprévisible, un peu compliqué. Donc on a un peu isolé les sciences humaines, la psychologie, la cognition, enfin toutes ces choses-là, on a dit bon. Et donc le design, il surfe assez bien, il va assez bien d'un côté et de l'autre, du côté technique de la fabrication, puis de la compréhension psychologique des gens. Et donc ça aussi, c'est je dirais ce type de qualité que le design propose, propose, pourrait faire de beaucoup de gens, et ça commence, j'espère, ça commence à arriver, à avoir des comportements de designer, mais dans ce que ce comportement a de plus humain, c'est-à-dire l'inventivité. C'est les petits-enfants avec leurs pâtes à modeler, les petits Legos. Il faut encourager ça, quoi. C'est absolument important. Et arrêter de faire des humains robots, quoi. Des gens à qui on donne des savoirs, qui vont répliquer les savoirs sans même réfléchir comment ces savoirs vont être engagés. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et chez Dassault Systèmes, on a la chance d'avoir une belle recherche. Ces questions sont évoquées, avec toujours l'énorme frustration qu'on pourrait faire 10 fois plus, qu'on pourrait sortir du modèle économique consumériste de maintenant, mais ça arrive, je sens. Les nouvelles générations, moi, je suis très confiante, sont très différents. Les jeunes designers, à Strat par exemple, l'école du design, que je suis de très très près, mais aussi d'autres, on voit que les designers qui rentrent, qui apprennent ce métier-là, c'était pas nous. Nous, on rêvait de faire de belles voitures, tout simplement. On rêvait de les conduire, et aujourd'hui, voilà. Moi, il m'a fallu toute ma carrière pour arriver à ce point, et j'aide beaucoup les jeunes. Moi, dans ce studio, ça bouge, hein, ça bouge, ça sort, ça rentre, et c'est normal. C'est vraiment un espace où on veut que cette attitude, qu'est celle du design, soit partagée le plus possible, et de préférence à des non-designers. Alors justement, j'aime à penser que ce podcast est aussi écouté par des jeunes qui peut-être se demandent ce qu'ils veulent faire à l'avenir. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil concret à un jeune homme, ou peut-être plus particulièrement une jeune fille, qui aimerait suivre un peu ta voie et se lancer là-dedans? Le fait est que aujourd'hui, c'est très difficile de choisir un métier, parce que je ne crois plus au métier. Au sens, on apprend des savoirs et des gestes pour opérer au sens opération, dans un cadre qui serait très bien établi, très stable, dans lequel tout le monde sait qui fait quoi, quand, et où les règles, et j'utilise bien ce mot, c'est réglé, sont très très clairement établies. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a pas mal de souffrance en entreprise, parce que les gens ne retrouvent plus ce confort de la règle, parce que finalement on peut dire « Ah, mais je suis dans ma boîte », d'ailleurs on appelle ça une boîte, une entreprise, mais c'est rassurant, c'est hyper rassurant, parce que on vient le matin, on ne se pose pas de questions, les choses sont là, elles n'ont pas bougé, et l'humain a besoin d'être rassuré, et on est dans cette culture Sauf qu'aujourd'hui, tout est en train de changer, et il faut que ça change. Donc c'est pas que ça change et puis qu'on n'y peut rien, c'est qu'il faut que ça change.
Donc pour un jeune, aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Parce qu'il y a à la fois l'injonction, moi j'ai reçu ces injonctions. Alors déjà, premier conseil, vous avez des injonctions, réfléchissez, rentrez au cœur de vous-même et réfléchissez vraiment à ce que vous aimez. Parce que si moi j'ai bien réussi, c'est que j'ai toujours été en harmonie avec moi-même. Hein. Donc déjà, refusez une première chose, mais là c'est un conseil quasiment normal et de plein de bon sens. Ne faites pas quelque chose dont vous avez intimement pas envie de faire, enfin que vous avez intimement pas la fibre. Mais après, pensez pas métier. Engagez-vous avec une attitude. C'est pour ça que je parlais d'attitude de design. Il y en a d'autres. Hein. L'attitude, par exemple, qui consiste à se dire, quoi qu'il arrive, je veux m'occuper des gens, je veux soigner des gens, je veux sauver des gens. On voit déjà les espaces dans lesquels on va s'exprimer. Je veux informer les gens, les journaux. Voilà. Donc, pensez ce qu'on veut faire en termes de verbes d'action qui sont absolument pas corrélés avec des industries ou corrélés avec des métiers. Moi, je me souviens, j'avais reçu un livre, Les 100 métiers, et choisir son métier. Alors, il y avait ça. Et ce livre-là, moi, je me souviens, je l'aimais pas parce que il y avait au moins 5 métiers que je voulais faire, mais je voulais les faire en même temps. Mais c'est vrai pour tout le monde. C'est juste qu'après, on accepte de laisser tomber toutes ces idées, toutes ces envies, tous ces désirs pour juste devenir un opérateur de son métier pour gagner de l'argent, acheter une maison, un pavillon, et fonder une famille. Mais non, faut pas faire ça. Enfin, moi, je vous conseille surtout pas de faire ça. Et donc, si c'est ça, la seule chose qui tient... il y a quelque chose qui est sympa dans la fabrication additive. Parce que déjà, avant, on fait un modèle, on presse, ou on imprime, ou on injecte, et la forme est à l'identique du modèle, quoi. On réplique à l'identique. Il faut oublier ça, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas répliquer et vous projeter dans la vie comme votre père ou comme la personne que vous voyez à la télé. Non, c'est cette idée du modèle qui est fausse. Pensez je veux faire un parallèle avec la fabrication additive. L'impression 3D. L'impression 3D, c'est-à-dire que vous allez avancer dans un milieu et votre interaction avec ce milieu va faire que des expériences vont s'agréger sur vous. Vous allez vous recouvrir, vous allez avancer et à chaque rencontre, à chaque expérience, quelque chose va se faire en vous et va construire votre singularité, votre être propre. Et plus votre singularité, vous allez la construire comme un petit jardin secret, vous allez la cultiver, vous allez prendre des cours, vous allez lire des livres, vous allez creuser un sujet, vous allez vous faire une belle personne et c'est votre talent qui fera demain qu'on viendra vous chercher ou que vous pourrez éventuellement vous monnayer sur un marché, parce que ça, il y aura toujours. Hein, c'est-à-dire que... Mais on arrive sur un marché de la singularité. C'est l'économie du lien. Et donc, c'est l'économie de la singularité. On est arrivé dans une économie de l'individualisme. On a tellement chargé à personnaliser les gens. Le futur, c'est la valeur, elle est dans la singularité. Elle n'est plus dans la réplicabilité. Ça, c'est quelque chose que je crois fondamentalement. Et donc, il faut, du coup, si je prends un parallèle très très simple, si vous avez un profil dans les réseaux sociaux, mais c'est votre jardin. Soignez-le, faites attention, imaginez que ça va rester pour la vie, travaillez, ciselez ça, designez votre jardin, designez votre vie, comme si c'était la chose la plus essentielle, et ça l'est. Alors que beaucoup de gens font ça un petit peu en dilettante, et d'ailleurs le design n'a rien de dilettant, c'est d'ailleurs c'est carrément un ascétisme, hein. C'est une façon de vivre, c'est une rigueur de vie, c'est une exigence de vie. Donc, si vous vous comportez comme ça, à mon avis, vous allez avoir une vie très très belle. Avec en plus le fait que quand vous allez rencontrer des difficultés, parce qu'on en rencontre tous, hein, je vous ai parlé que du positif, mais j'ai eu des moments enfin, il y a eu des petits moments où je me posais des questions, bien sûr. Mais si vous vous recentrez, que vous avez votre centre très costaud et sur lequel vous dites, ok, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Finalement, j'ai appris. Et puis, je vais reconstruire quelque chose à partir de ça. Ou de toute façon, je le mets là. Allez, je le mets dans le coffre. Et puis, dans une petite boîte au fond de mon cerveau. Et puis, peut-être que finalement, ça me resservira. Donc, voilà. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir designers aujourd'hui. Parce que c'est une très belle carrière. C'est une très belle profession.
Ça stimule les parties qu'on a trop souvent délaissées. Designer ou dessiner, c'est pas important. Alors que pour moi, c'est plus important que le reste. Le reste, c'est de l'utile. Alors que dessiner, je sais pas, c'est mon équilibre interne. Donc, trouver son équilibre, c'est important. Mais si vous êtes un scientifique, si vous voulez aller dans la science, si vous voulez aller dans la techno, faites-le toujours avec cette conscience que vous êtes un être humain et n'abandonnez pas le dessin, n'abandonnez pas la création, l'inventivité, tout ce que vous faites ou ce que font les enfants et qu'on oublie de faire dès qu'on commence à aller à l'école. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, je pense qu'il va falloir qu'on prenne soin. Ça, c'est pour les... Alors là, moi, je ne l'ai pas fait trop. Et je le fais maintenant beaucoup. Parce qu'il y a ce conflit générationnel. Oui, ces designers, finalement, ils font des voitures, les voitures polluent, c'est des irresponsables. C'est qu'on ne se rendait pas compte et que maintenant, on s'en rend compte. Donc, très clairement, on est tout à fait responsable, on est conscient de la chose, mais ce qu'il faut concevoir, c'est qu'il y a probablement des choses aujourd'hui qu'on ne voit pas et qui vont aussi avoir des effets à plus long terme. Donc, ce qu'on doit apprendre, c'est qu'on n'est jamais trop... il faut une intelligence vraiment collective pour prendre et se saisir de ce sujet-là, combiner les générations et prendre vraiment conscience que là, maintenant, faut arrêter de... Il faut plus... Alors, je vais prendre le terme jouir, c'est-à-dire prendre les choses comme si elles nous appartenaient, mais... s'occuper des gens, c'est-à-dire le care en américain, c'est-à-dire le soin en français. Et c'est un terme qui est très sous-évalué, mais c'est pourtant probablement la chose la plus importante. Et il va falloir remettre le soin tout en haut de la pyramide des exigences et des priorités. Voilà. C'est un beau mot de la fin. Oui, je pense aussi. Alors d'habitude, ces podcasts, je les conclus sur 4 questions. Mais là, on a déjà un bel épisode bien long, bien dense, bien riche. Elles sont très courtes, très courtes, c'est quoi ? Non, Ah ouais, okay, on les fera la prochaine fois. Parce que tu reviendras. Ah mais quand tu veux. Bah voilà, Vincent, c'est formidable. Avec grand plaisir. Écoute, Anne, je te remercie encore une fois infiniment. Merci Vincent on a passé un bel épisode. Proposé de faire cette interview. Merci beaucoup. Et on remettra ça très vite. D'accord. Merci Vincent. Anne. À bientôt. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode 26 d'Histoire d'Auto. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Je vous invite, je vais faire un peu de pub pour un confrère podcasteur, l'ami Yann Delplanque, qui a fait un épisode où il interviewe Patrick Lequément, donc qui était le boss d'Anne à l'époque. Je vais mettre le lien dans la description du podcast pour que vous alliez l'écouter, c'est très intéressant également. Quant à moi, je vous retrouve alors pas tout de suite, pas dans 15 jours, parce que là je vais faire une petite pause. On va se retrouver le 1er septembre pour le 27e épisode. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, eh bien abonnez-vous. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser une note, un commentaire, un pouce bleu, que sais-je encore, sur la plateforme où vous récupérez ce podcast. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, à chaque fois que vous recherchez Histoire d'Auto au pluriel. Voilà, et donc je vous souhaite un doux été, peut-être de beaux road trips, et on se retrouve à la rentrée de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.